Aïe, 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 aïe. Tu as commencé le BGG il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et tout le monde te passe dessus. Du coup, tu te poses la question, mais comment je vais faire pour me sortir de ce guettier? Comment je vais faire pour renverser la tendance? Comment je vais faire en sorte que cela arrive de moins en moins? Pour moi qui me suis fait rouler dessus souvent, comme c'est le cas à l'entraînement du Jiu-Jitsu, de toute façon, je vais te donner quand même 3 pistes de réflexion qui vont t'aider immensément, je pense, quand tu vas mettre cela en pratique dans ton entraînement tous les jours. La première piste, elle est complètement psychologique. Elle consiste dans ton rapport à la notion d'échec. Dans le sens où l'échec est un outil extraordinaire, et notamment dans le jiu-jitsu brésilien, avec ceci à préciser que tout dépend de la façon dont cet échec est appliqué dans le cadre de ton entraînement. Tu as au minimum 2 façons d'aborder cette notion d'échec. Alors, la première façon que j'appelle la façon dite négative. La façon négative est donc cette façon où tu es propulsé dans un environnement, tu n'as pas beaucoup de notions, tu démarres donc, et tu dois te débrouiller à trouver des solutions par toi-même avec des pistes qui te sont données. Cela étant dit, tu n'as pas beaucoup de feedback, surtout tu n'as pas de ligne directrice. Une ligne directrice qui te permet d'avoir un schéma global. Alors si tu as regardé par exemple les vidéos que j'ai mises en ligne, les 2 dernières vidéos que j'ai mises en ligne récemment, tu sais maintenant qu'il y a une carte type en 4 phases. Cette carte type en 4 phases te permet d'avoir une direction. Mais quand tu es privé de tout ça, quand tu n'as pas cette ligne directrice, quand tu n'as pas ces 4 phases, quand tu ne sais pas comment procéder, exactement quelles sont les zones par lesquelles tu dois commencer, sachant par ailleurs que cette façon d'aborder les choses est quand même assez récente, que cela s'appuie sur des recherches en sciences de la pédagogie et l'enseignement, et que c'est aujourd'hui des nouveaux outils dont on dispose, dont on ne disposait pas les pionniers ou les anciens ou ceux qui ont déjà du temps dans le BJJ, de l'expérience dans l'enseignement du jiu-jitsu brésilien, des outils dont nous disposons aujourd'hui. Eh bien, quand tu n'as pas tout ça, c'est la débrouillardise. Il faut faire avec tes propres moyens, et ça, c'est la garantie d'être souvent dans des situations où tu seras écrasé, sans comprendre ce qui t'arrive. Et ça, ce sont des environnements dans lesquels l'échec est laissé complètement en jachère, chacun y faisant face avec ses moyens psychologiques, avec ses ressources propres, essayant, bon gré mal gré, tout d'avancer de frustration en frustration, dans un environnement où l'échec est encadré, c'est-à-dire que l'échec est prioritarisé. On te pousse à l'échec expressément pour te permettre d'avancer. Tout est différent. People don't feel comfortable allowing themselves to go into vulnerable positions over and over and over again so that they can get good because functional martial arts require failing over and over and over again. Then you're going to have an environment where that's not healthy. And so what John has to do, John Kavanaugh, for his fight team, is he has to create an environment where the fighters can come in, they can be safe, and they can focus on their weaknesses, and they can train without getting injured, without worrying about getting injured or worrying about getting hurt. And so that way they can really start to develop their skill. And everything else, all the other things John does, and he does a lot of things fantastic because he's a world-class coach, but everything else he does is second to that because without that, nothing else he does is gonna En matter as intégrant much, la right? notion du flow de Mikhail Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi qui aborde cette notion de flow avec d'un côté la frustration si c'est trop difficile et de l'autre côté l'ennui si c'est trop facile, en essayant donc graduellement de t'exposer aux choses qui vont être compliquées par la suite, cela te permet d'incorporer plus facilement les choses difficiles de façon graduée. Cela veut dire aussi que la notion de feedback est tellement présente. Cela veut dire aussi que dans cet environnement-là,
Tout est tellement bien encadré que tu ne peux être que en sécurité quand tu es confronté à ce qui est attendu de toi, à savoir échouer de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à la réussite des exercices qui te sont proposés. Et là, on va pratiquer la méthode des 3 I, c'est-à-dire introduction à la technique, isolation de la technique et ensuite intégration petit à petit avec la notion de résistance progressive parce que tu vas commencer à 0%, puis monter à 20, 30, 40, jusqu'à arriver à 100%, pas n'importe comment, avec l'assurance que tu as acquis suffisamment de ressources pour pouvoir te débrouiller après dans des situations très intenses. Dans un environnement où l'échec est encadré de cette façon, ta progression est beaucoup plus efficiente, plus sécurisée et plus rapide. La deuxième zone de réflexion à laquelle je te convie est celle de l'approche technique. Je dirais plus de l'approche conceptuelle. Si tu te fais écraser, il y a une raison psychologique que je viens de t'expliquer. Il y a une raison aussi technique, pratique, qui te concerne, toi le débutant. Quelle est cette raison technique pratique? Comme je l'ai dit dans les vidéos antérieures, tu as 4 phases. Toutes les phases pour toi les débutants ne se valent pas. Au lieu de commencer par la phase 1, ensuite la phase 2, ensuite la phase 3, ensuite la phase 4, comme cela pourrait être attendu, eh bien pour toi qui commence le débutant, tout est dans la défense d'abord. Pourquoi d'abord dans la défense? Il vaut mieux commencer par te protéger avant de te déployer en attaque. Et pour ça, il y a des concepts clés que je trouve majeurs. Il faudrait vraiment que tu l'intègres. Pense-y un instant. Quand je te parle de la notion de la distance, eh bien la distance c'est tout. C'est tout. Parce qu'imagine-toi, si tu es loin de tout, il ne peut rien t'arriver. Tu ne peux pas être écrasé tant que tu es loin. Alors ça semble trivial, ça semble un peu banal de le dire, mais en fait tout revient à ça, à gérer cette distance. Gérer cette distance pour te protéger et comme c'est un jeu, pour attaquer aussi par la suite. Donc en gestion de distance, tu te protèges et tu essaies d'attaquer suivant tes propres termes pour l'attaque. Là, en l'occurrence, en commençant en étant débutant, ta gestion de la distance a certainement beaucoup de lacunes, ce qui est normal. Donc, comment préserver, comment pallier à ça rapidement? Bon, il faut souligner quand même l'idée que tu ne vas pas échapper à la notion d'entraînement constant, régulier. Là, les idées que je t'apporte sont des idées qui te permettent de t'entraîner le mieux possible avec beaucoup d'efficience, qui te permettent d'éviter les erreurs qui ont été les miennes particulièrement. Alors, pour gérer ces distances, tu as des outils clés. Et ces outils, on peut en parler de façon très succincte. Il y a des outils qui vont concerner le mouvement pur. Le mouvement pur, c'est-à-dire que savoir te mouvoir ton propre poids du corps dans l'espace tout seul et savoir te mouvoir avec de la pression imposée, c'est-à-dire le poids d'une autre personne sur toi. When you are a white belt, as much as submissions are super cool, that is not the most important part of jiu-jitsu. What you need to do at first, your goal, is to learn how to control your body, and then learning how to control your opponent's body, and then submitting them. Voici quelques exemples qui vont t'éclairer dans ce que je vais dire. Ensuite, ces mouvements, tu dois pouvoir aussi les répéter avec un partenaire. Toujours dans cette même idée, simplement
de savoir te mouvoir avec de la charge en contrainte. Voici un exemple qui peut te démontrer un petit peu comment cela se passe. Et ça, c'est pour parler des outils concernant le mouvement. Évidemment, tu l'auras compris, cela passe par des phases d'introduction, d'isolation et d'intégration, mais tu vas voir que progressivement, on peut monter en intensité. Cela peut devenir quelque chose qui fait réellement changer la courbe d'apprentissage vers une version plus exponentielle. Donc, après le mouvement qui te permet donc d'habituer ton corps à ce langage un peu nouveau pour toi, il y a toute la terminologie concernant les gardes. Alors, je te propose d'être déjà familier de ces gardes, au moins en théorie, avant de commencer à les aborder sur le tatami. Puisque je t'ai dit que ces outils servaient à gérer la distance, donc il y a des gardes de longue distance, des gardes de moyenne distance et des gardes de très courte distance. Comment se déploient ces gardes? Eh bien, je vais te laisser les découvrir dans tes entraînements, bien sûr. Au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu vas les voir émerger. Mais voici une liste non exhaustive parce qu'il se trouve qu'on en invente quand même assez régulièrement. Donc, voici une liste non exhaustive des gardes auxquels tu vas être confronté et qui vont être des outils pour toi pour manager cette distance qui te sert, comme je l'ai dit, à te protéger, mais aussi à attaquer. Et tu verras que grosso modo, ces gardes sont en fait constitués de ce qu'on appelle des frames, des structures et des leviers. Savoir fabriquer des structures et manier des leviers pour pouvoir déplacer la pression, le poids du corps, créer des déséquilibres, recréer de l'espace, toutes ces choses vont en fait servir à ça dans l'esprit de contrôler cette distance. Le contrôle de la distance doit être l'objectif majeur pour tout ça. Contrôler, créer de la distance, réduire de la distance, retrouver de la distance, toutes ces choses autour de la distance qui te permettent d'activer beaucoup plus de contrôle. Donc d'un côté, il faudra manier ce vocabulaire qui est assez large, te familiariser au concept de la biomécanique avec les leviers, avec la notion du centre de gravité, du poids du corps, la notion des structures, la notion d'alignement, etc., etc., pour pouvoir intégrer tout ça dans l'architecture de ton entraînement, de sorte à gagner du temps dans ta progression. Ça veut dire que plutôt que d'être dans un schéma où tu te mets en tête que voilà, tu dois progresser, mais seulement en gagnant des combats de suite, en essayant d'attraper une clé de bras, en essayant d'attraper un triangle, en essayant d'attraper une finalisation, en essayant de survivre, à ne pas se faire finaliser. Je pense que tu progresses évidemment de cette façon-là, mais c'est tellement plus besogneux, avec en plus le risque de blessure qui est beaucoup plus grand, puisque la biomécanique, le déplacement approprié de ton propre corps dans l'espace, tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas suffisamment pratiqué ces façons de se mouvoir, comme je l'ai démontré dans l'exemple, pour pouvoir prétendre à une aisance, ne serait-ce que relative, à un jeu déjà installé. And as a white belt, you should drill a lot. Not as much sparring, because you don't know what you're doing. You're squeezing heads. You're just squeezing, you're tugging, you're it's not wrong to wrestle as a white belt. Roll. Go out there and roll on the mats, but focus a lot on how to move. And
So I would have spent, I did a lot of sparring early on, which I was just squeezing heads. I was just grabbing joints and trying to muscle them. Whereas if I drilled more, if I took that sparring time and just drilled more, I would have gone a lot better. I would tell my student, if I was talking to myself as a white belt, I would say, look, keep drilling, do 80% drilling, 20% rolling for the next 2 years. Drill, 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 and drill the best techniques. So find the best trainers with the best techniques and drill their techniques for 80% of your training hours. 80%. Roll only 20. And that's the advice I would give myself. But after 2 years, start rolling like crazy. Whereas white belts, you guys are just not coordinated yet. And that's normal. White belts, that's why you're white belts. You're not coordinated. You got to learn how to move your body in these jiu-jitsu ways. And once you learn to move your body in these jiu-jitsu ways, now you can dance. You can go on the dance floor. Rolling, you're just kind of taxing your body. You're just going there and getting tired and you don't know what to do. You're just practicing being bad. You're just practicing like tough guy behavior. Ce qui m'emmène au troisième volet, qui est le partenaire. C'est bien de recevoir des choses d'un professeur, c'est bien de recevoir des choses du coach qui est là pour donner les grandes lignes, des techniques, des concepts, etc. Mais si tu pouvais, comme le dit John Thomas, trouver un partenaire qui te permette, parce qu'il a le même état d'esprit que toi, de construire ce diagramme d'entraînement et d'aller dans ce sens, de t'exercer à pétrir le corps, à assimiler ces mouvements qui sont réellement le propos du jiu-jitsu brésilien et du grappling, vous exercer à ces drills très particuliers avec d'autres drills positionnels, etc., cela accélérerait de façon phénoménale ta croissance. Si bien que être écrasé deviendrait alors un bon amusement, un moment de fun, de plaisir, parce que tu saurais, en fait, que le jeu est là. Quand on commet des erreurs, eh bien on est pris et puis on est écrasé. Et surtout, tu saurais pourquoi cela arrive. Et ça deviendrait beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun et beaucoup plus motivant. Parce que tu aurais d'un, l'environnement psychologique, tu aurais deux, l'architecture technique conceptuelle qui te permet de commencer au bon endroit. Et trois, tu aurais des partenaires. Tu aurais un partenaire avec lequel tu pourrais appliquer tout ça et de façon à profiter de ce soutien mutuel et de grandir de façon considérable. On n'est plus en 1990, on n'est plus en 2000. Aujourd'hui, il y a des outils non seulement d'apprentissage sur tout le web. Les techniques sont une commodité. Quel que soit le prof dans le monde qui te montre une technique, tu peux la retrouver sur le net et la regarder 15 000 fois au lieu de 2-3 fois en cours. Et surtout, tu as plusieurs stages, séminaires, méthodologies qui te permettent en fait de pratiquer du jiu-jitsu carrément en ligne. Pendant cette période de pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des caves, des chambres avec un partenaire, des vidéos qui ont progressé phénoménalement seulement en regardant des instructions en ligne, en essayant d'appliquer des concepts, des choses qui sont aujourd'hui disponibles, des choses qui n'étaient pas disponibles en 2010 ou voilà, dont on profite aujourd'hui. Et ça, c'est un outil formidable. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tu vas te faire de moins en moins écraser et que quand cela arrivera, eh bien tu sauras pourquoi. Ça ne sera plus qu'un jeu finalement accepté et épanouissant. C'est la raison pour laquelle nous aimons tous tellement ce jiu-jitsu brésilien. Je te dis à la prochaine vidéo.